Depuis quelques années maintenant, des fleurs très particulières se mettent à éclore sur les terres agricoles. Leurs tiges robustes sont métalliques, bien enracinées au sol, et leurs pétales sont bleutés, inclinés vers le soleil pour mieux capter la lumière du jour. Ces fleurs d'un genre nouveau sont appelées centrales agrivoltaïques. Leur implantation peut varier d'un site à l'autre en fonction des besoins identifiés pour chaque usage agricole. De nombreux enjeux se cristallisent autour de leur déploiement au sein des exploitations agricoles françaises. En effet, l'agrivoltaïsme s'inscrit dans un contexte particulier de transition énergétique où la France s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, cela implique en partie un basculement vers le photovoltaïque. Pour atteindre les 100 gigawatts crête espérés, il s'agirait de multiplier par 5 la puissance aujourd'hui installée. D'après le rapport Futur énergétique 2050 de RTE, cela voudrait dire de couvrir entre 0,1 et 0,3% des 26 millions d'hectares agricoles français. En plus de produire de l'électricité, ces installations pourraient apporter une réponse aux enjeux climatiques et économiques que traverse l'agriculture. Cependant, plusieurs chercheurs et certains syndicats agricoles comme la Confédération paysanne tirent la sonnette d'alarme sur le fait que ces projets peuvent tout de même impacter les rendements des cultures, continuer de renforcer la précarisation des agriculteurs du fait des modèles contractuels avec les opérateurs énergétiques plus favorables, mais aussi globalement déstabiliser le marché foncier puisqu'il y a des écarts importants entre la rémunération énergétique qu'apportent les panneaux sur les parcelles et la rentabilité des productions agricoles. On a eu un colloque il y a quelques années dans l'Aveyron, colloque régional, et de la position de la Confédération paysanne qui en est ressorti, c'est pas de photovoltaïque au sol. C'est tellement déséquilibré le revenu qu'on peut trouver au niveau agricole et le revenu qu'on peut avoir au niveau énergétique que l'agriculture ne fait pas le poids. Ok, sur les toitures, sur les zones artificialisées, mais sur les terres agricoles, l'agrivoltaïsme est quelque chose de très dangereux parce que c'est un espèce de coin dans l'organisation de l'agriculture, quoi. C'est la ruée vers les terres agricoles. Quelques mois seulement après la publication en mars 2023 de la loi déterminant les conditions de déploiement de l'agrivoltaïsme, 350 signataires parmi lesquels on retrouve des syndicats et des fédérations agricoles, mais aussi des associations environnementales, partis politiques ou encore des députés et représentants de la société civile, signent une tribune sur Mediapart pour appeler à une opposition massive des projets photovoltaïques sur les terres agricoles. En plus des principaux risques évoqués précédemment, dans ce texte, ces organisations alertent également sur le fait que ces projets entraînent des risques de dégradation des paysages et génèrent des profits qui tendraient à bénéficier seulement l'agro-industrie et aux grands propriétaires fonciers. Ces effets rendraient la transmission des terres plus difficile pour les nouvelles générations. De plus, les agriculteurs n'auront pas tous accès à ces installations ni à ces sources de revenus complémentaires. Ce qui pose problème en agrivoltaïsme, c'est cette dissymétrie absolument fascinante entre la valeur de la production agricole et la valeur de la production électrique. On est sur des rapports de 1 à 100. C'est tellement déséquilibré que si on ne régule pas, la production agricole n'a aucun avenir là-dessous, aucun. À travers les témoignages de différents acteurs, depuis le monde de la recherche aux développeurs énergétiques, syndicats agricoles ou encore agriculteurs directement impliqués dans l'implémentation de ces projets, nous vous révélons les principaux enjeux qui se cachent derrière tous ces débats. La cohabitation entre ces deux productions est-elle donc possible ? Faudra-t-il choisir son camp entre production alimentaire et énergie ? Et comment se traduit l'implémentation des centrales sur le terrain pour cultiver de façon durable sous panneaux ? En étudiant les réponses à ces différentes questions, nous chercherons donc à savoir si l'agrivoltaïsme est un projet alibi ou une véritable solution pour l'agriculture. Il existe déjà près de 1600 projets agrivoltaïques actuellement en phase de développement. Ces projets ont été recensés par l'ADEME lors de leur étude réalisée en 2021 sur 5 régions françaises et un département d'outre-mer.
Ces projets mobiliseraient environ 23 000 hectares de terres agricoles, mais ce chiffre est sous-estimé car il s'agit seulement des projets connus des services de l'État. Pour comprendre cette réalité, revenons un petit peu en arrière sur le principe même de l'agrivoltaïsme. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Christian Duprat, chercheur à l'INRAE, qui a publié la première étude scientifique à l'origine du terme en 2011. L'agrivoltaïsme, déjà le mot, je l'ai inventé, donc c'est une contraction d'agriculture et de photovoltaïsme. Ça veut simplement dire que sur la même parcelle, on produit en même temps des produits agricoles et de l'électricité photovoltaïque. Aujourd'hui, on a besoin de définitions plus précises pour la mise en œuvre réglementaire. Mais pour moi, c'est simplement la production conjointe de produits agricoles et d'électricité. C'est donc le partage du soleil entre deux productions à la parcelle. L'agrivoltaïsme s'est fortement développé ces dernières années et en particulier depuis la publication en mars 2023 de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, dite loi APER, et de son décret d'application en 2024. La loi donne une définition officielle à l'agrivoltaïsme et elle le définit comme étant une installation dont les modules sont situés sur une parcelle agricole et où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Elle donne aussi un cadre au développement de l'agrivoltaïsme sous couvert de respecter des critères bien précis. Pour être considéré comme de l'agrivoltaïsme, tout projet doit pouvoir garantir un revenu durable à un agriculteur, c'est-à-dire qui ne diminue pas par rapport aux revenus touchés avant l'installation des panneaux. Garantir une production agricole significative, donc pas plus de 10% de perte de production autorisée. Apporter au moins un service directement à la parcelle, donc que ce soit l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas climatiques ou bien encore l'amélioration du bien-être animal. En plus de définir de nombreux critères à respecter, la loi fixe également un taux de couverture maximum de 40%. Ce taux correspond à la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur la parcelle agricole. Ce taux permet de limiter l'emprise au sol de la centrale photovoltaïque car une densité trop importante de panneaux induirait des ombrages excessifs qui nuiraient aux cultures. La loi permet de supprimer tous ces projets alibi, les projets qu'on avait pu voir où c'était plutôt de l'éco-pâturage, puisque sur ce projet-là, on a des taux de couverture qui sont plus près des 60-65%. Donc ça permet vraiment de forcer d'avoir des interrants plus larges, de réfléchir d'une autre manière, d'avoir des suivis. Cependant, bien que la loi, par ses critères et le taux de couverture, donne une place plus importante à la production agricole, elle fait encore débat. Le vrai taux qui est utilisé de manière internationale et qui est intéressant parce qu'il reflète l'ombre que subissent les cultures en moyenne, c'est ce qu'on appelle le Ground Coverage Ratio dans toute la littérature internationale. C'est la surface de panneau rapportée à la surface de sol. Ce n'est pas une projection. Et ça s'applique à tous les systèmes, que les panneaux soient verticaux, obliques, fixes, mobiles. Ça marche pour tous les systèmes. Et c'est aujourd'hui un des meilleurs prédicteurs du rendement des cultures. Ensuite, le taux de 40% que vous évoquez, c'est pas si simple dans la loi. C'est un taux de 40% qui s'applique aux grands projets. Pour les petits projets, c'est libre, mais ce sera réglementé au fur et à mesure qu'on définira des technologies dites éprouvées. C'est celles qui ont une base scientifique suffisante pour montrer que la production agricole est correcte. Ces technologies éprouvées seront définies par l'ADEME sur la base des recommandations de l'INRA. Donc, vous voyez que probablement une technologie éprouvée aura un taux de couverture maximale nettement inférieur à 40%. Le taux de 40% est encore discuté par la communauté scientifique. Une note de positionnement des chercheurs de l'INRAE datant de novembre 2023 préconise un taux de couverture à 20%, car au-dessus de cette limite, on peut observer en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, donc supérieure au taux de 10% exigé par la loi. Et ce, même en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Une étude de synthèse réalisée par Christian Duprat en 2023 montre également qu'à taux de couverture fixe, les rendements varient fortement. À un taux de 20%, le rendement peut par exemple aller de
plus 15% pour certains fruits rouges et moins 40% pour le maïs. Et si le taux augmente à 45%, la baisse de rendement est encore plus importante, comme on peut le voir pour le tubercule, le maïs ou les légumineuses. On voit donc qu'en fonction du taux de couverture, les rendements peuvent soit augmenter, soit diminuer, ou bien encore dans de rares cas se maintenir. Cette étude scientifique nous montre bien qu'il sera difficile de ne pas dépasser les 10% de perte de rendement autorisées par la loi. Il y aura donc, sans aucun doute, des conséquences sur les productions agricoles. La loi APER qui donne un objectif, et sur le décret qui donne un objectif de réduction maximale du rendement agricole de 10%, c'est évalué à la parcelle, ce qui veut dire que si vous avez déjà 10% de la parcelle qui n'est pas cultivée à cause des poteaux, comme ici, il faut que sur le reste, la partie cultivée, vous ayez 100% du rendement. Ça veut dire qu'il n'y ait aucune diminution de rendement dans la partie cultivée. C'est donc un objectif extrêmement difficile à atteindre, très ambitieux. Aujourd'hui, il n'y a que la loi française qui a cette exigence-là. Les Japonais sont à 80%, les Italiens n'en l'ont pas précisé, et les Allemands sont à 66%. Ils acceptent un tiers de baisse du rendement. Maintenant qu'on a une définition officielle, des critères précis et un taux de couverture, il reste à savoir quels sont les effets positifs comme négatifs de ces installations sur les exploitations et les productions agricoles. Deux agriculteurs ayant récemment installé ce type de structure au sein de leur exploitation nous ont ouvert leurs portes pour comprendre des effets attendus entre ce couplage entre agriculture et énergie. Ces agriculteurs se situent dans les Pyrénées-Orientales. Damien de Bezombe est vigneron, propriétaire exploitant du domaine de Saint-Michel situé à Sals-le-Château, et Pierre Baille est arboriculteur maraîcher du groupe Île-Roussillon à Loupia. L'installation agrivoltaïque de Damien de Bezombe a été mise en place en 2021 sur 2,7 hectares de vignes dont les cépages sont du Cinsault et du Sauvignon blanc. Celle de Pierre Baille date de 2022 et est sur 2,3 hectares de poiriers. La technologie utilisée est celle de Sunagri avec des ombrières mobiles qui s'adaptent aux besoins des cultures. Le but recherché, c'est de protéger la végétation, c'est créer une ombrière pour abriter la végétation en cas de forte chaleur et d'excès de soleil. Donc les panneaux vont se placer en fonction des besoins de la vigne. Tout le travail qui a été fait avec ce projet, c'est lié à cette problématique-là. Comment lutter contre les aléas climatiques que l'on subit depuis quelques années. C'est le manque d'eau et l'excès de chaleur ou de soleil. Donc grâce à ce système, on va sans doute optimiser, j'en suis quasiment sûr, les rendements, la qualité, la production, voilà, tout ce qui concerne le bien-être de la vigne. C'est quelque chose qui s'est dessiné quand même dans les années 2016-2017. Sachant qu'à cette période-là, on était en pleine crise sur notre département de la Charca. C'est un virus qui s'attaque à tous les prunus en fait. Et je devais changer mon modèle économique d'exploitation. Donc il fallait que je trouve une autre culture. De là est née une vraie réflexion sur la poire qui serait facilement adaptable sur notre département et qui ne serait pas sensible au virus de la Charca. On a replanté 2 hectares à 30 sous ombrière parce que la poire impose dans notre département qui est très venté, qui subit aussi les excès climatiques avec des orages de grêle, mais aussi des gelées précoces. Le modèle de l'ombrière correspondait à ce que je pressentais être bon au niveau gestion climatique et au niveau création de microclimat. Un microclimat qui nous aiderait à protéger la culture, mais aussi qui nous permettrait à essayer de réduire nos besoins en eau. On s'est rendu compte on n'avait pas encore taillé la vigne. La différence était flagrante parce que 2023 a été sujet à une sécheresse très forte, vraiment très forte, sans pluie et de grosses chaleurs. Et là, on a pu remarquer que la végétation sous les panneaux était 2 fois plus haute ou 3 fois plus haute que sur la zone témoin. Les ceps de vigne étaient déjà au niveau du fil de fer et sur la zone témoin, c'était largement en dessous. C'était des petits boursicots. On est sur la première année où on a vraiment
des fruits, puisque le verger a été planté en 2021. Ceci dit, on voit déjà beaucoup de choses. On s'aperçoit déjà en fait que le microclimat créé permet de favoriser la pousse de l'arbre. Donc en poire, on est sur des vergers qui s'installent en moyenne entre 5 et 7 ans. On peut peut-être espérer, avec cette méthode, essayer de gagner 1 à 2 ans de mise à fruit plus rapide. Pourquoi ? Parce que typiquement, quand une année comme cette année, sur le verger témoin, on a des arbres qui sont exposés à une chaleur intense et à un rayonnement intense du soleil, on se retrouve avec des arbres qui subissent de forts stress, avec des températures de feuilles qui sont mesurées, qui sont aux alentours des 45 degrés, alors que sous l'ombrière, on va avoir des températures de feuilles qui sont aux alentours de 34-35 degrés. Ces 10 degrés d'écart, c'est ce qui fait que l'arbre il pousse ou il ne pousse pas. En sachant qu'on pouvait imaginer, du fait de l'ombrage, pouvoir gagner entre 10, 15 ou 20% d'économie en eau par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a dépassé largement en fait, ces objectifs. On a réduit encore plus fortement, on est plutôt autour de 30 à 35% d'économie en eau sous les ombrières, qui permettent aussi, à un moment donné, de lutter en fait, contre les phénomènes de gel, qui permettent d'avoir une structure qui puisse supporter aussi des filets par grêle. Tout ça, tout ce mélange fait qu'aujourd'hui on est en train de créer des microclimats, mais aussi qu'on est en train de créer des nouveaux modèles économiques. Les panneaux influencent donc directement les productions végétales de ces deux exploitations en apportant une protection directe contre certains aléas climatiques. Ces bénéfices sont particulièrement recherchés par les exploitations étant dans des régions qui souffrent d'épisodes de sécheresse ou de déficit hydrique importants, comme c'est le cas ici dans les Pyrénées-Orientales. Mais pour réussir, la structure agrivoltaïque doit être adaptée à l'usage de la parcelle, que ce soit les besoins des cultures, des animaux ou encore les itinéraires techniques, comme par exemple le passage des engins, comme nous l'explique Damien de Bézombe. Au niveau technicité de travail du vigneron, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. On est allé chercher par rapport à mes envies, c'est-à-dire de mécanisation. On a un peu plus élargi, si vous voulez, l'anthrax des poteaux pour pouvoir planter un peu plus large et garder une certaine densité de plantation au niveau de la vigne. Donc on doit être juste à 3800 pieds hectares au lieu de 4000. Ce qui ne me change pas plus que ça au niveau de mes outils pour travailler les sols. On va essayer de faire le maximum de travail avec nos outils, que ce soit des intercepts, que ce soit des broyeurs d'herbe, que ce soit de la pré-taille mécanique et de la taille mécanique. Ces premières observations sont donc valables pour ces deux exploitations en particulier. Mais qu'en est-il d'autres exploitations dans d'autres territoires et avec des productions différentes ? Le manque de recul des installations de ces deux agriculteurs ne nous permet pas d'attester de leurs réels effets à plus long terme. Je pense que dans les 2 années qui arrivent, on aura de vrais retours sur l'impact rendement, l'impact taux de commercialisation, c'est-à-dire le nombre de fruits commercialisés à l'hectare, parce qu'on peut avoir d'un côté 40% de déchets sur une parcelle parce qu'il y a des excès de vente, de la grêle ou autre, et de l'autre parce que la culture est protégée, juste 10% d'écart de tri. Donc, mais tout ça, on est en train de le mesurer. Ce constat s'observe aussi à l'échelle nationale puisque la loi APER et son décret d'application sont encore trop récents pour que de vrais projets agrivoltaïques bénéficient d'un retour d'expérience depuis plus de 2 ans. Pour comprendre et mesurer des effets attendus des installations agrivoltaïques sur les cultures, il s'agit également de remettre chaque projet agrivoltaïque dans son contexte pédoclimatique et géographique, local, comme nous l'explique Christian Duprat. Il faut bien être conscient des facteurs limitants de la production végétale là où on est. Si on est en Normandie avec des stress hydriques très limités, il est clair que l'ombre des panneaux n'aura pas d'effet favorable. On aura des réductions de production. Si on est dans des zones avec des stress hydriques importants, on peut maintenir la production, voire l'améliorer avec le système. Donc c'est vraiment une analyse d'abord pédoclimatique, c'est-à-dire que ce n'est pas que le climat, c'est le sol aussi. Alors c'est vrai que beaucoup de gens disent bon, on n'a qu'à mettre ces installations sur les sols marginaux, les sols à faible réserve en eau, où on ne peut pas faire grand-chose. C'est une option. Le problème,
c'est que ces sols marginaux sont très loin des postes de raccordement au réseau et qu'ils n'intéressent pas beaucoup les électriciens. En plus du contexte pédoclimatique local, l'ombrage des panneaux peut influencer plus ou moins fortement les cultures selon les espèces choisies et leur cycle végétatif respectif. Les grandes cultures d'hiver, celles qu'on sème en octobre-novembre, ont un mal fou à passer l'hiver sous les systèmes agrivoltaïques avec des forts taux de couverture. Parce qu'au moment du talage pour les céréales, il faut de la lumière et sous les systèmes agrivoltaïques avec des taux de couverture un peu élevés, il n'y en a pas. Donc on a des difficultés. C'est beaucoup plus simple pour des cultures de printemps qui sont avec des soleils plus hauts dans le ciel ou même avec des forts taux de couverture, on a encore de la lumière au sol pendant tout le cycle. Mais à ce moment-là, il faut prendre en compte la température du sol au moment des semis pour les plantes annuelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les panneaux maintiennent le sol chaud en automne, mais retardent le réchauffement du sol au printemps. Pour un maïs, comme celui qui est derrière moi, on est obligé de décaler de 8 à 10 jours les semis pour obtenir la température correcte pour un semis de maïs sous les panneaux par rapport à l'absence de panneaux. Donc vous voyez que pour toutes les cultures, il faut adapter les itinéraires techniques. On ne peut pas faire juste comme d'habitude, sous des panneaux et hors des panneaux. Donc de manière générale, je dirais que les cultures de printemps et d'été sont très compatibles avec les panneaux. Les cultures d'hiver sont en difficulté et les cultures pérennes sont souvent plus adaptées parce qu'elles vont avoir un cycle long. Donc il faut être très prudent en termes d'extrapolation des résultats. Il y a une forte interaction entre l'ombre et les autres contraintes de la production végétale, surtout la contrainte hydrique ou ça peut être aussi la contrainte azotée. Dans des situations où il n'y a pas de stress hydrique, l'ombre réduit toujours les productions. Pour résumer, chaque projet agrivoltaïque, s'il veut être réussi, doit être réalisé au cas par cas. Il faut donc prendre en compte les conditions pédoclimatiques, les espèces, les variétés, mais aussi les caractéristiques des installations agrivoltaïques. Nous venons de voir à travers les témoignages de Christian Duprat et de nos deux agriculteurs que de nombreux paramètres rentrent en jeu pour s'assurer de la bonne adaptation des centrales agrivoltaïques aux cultures. Mais avant de sortir définitivement de terre, chaque projet doit suivre un processus de développement bien précis. Pour bien comprendre ces différentes phases de développement, revenons sur les différentes étapes. Déjà, un projet agrivoltaïque s'étale vraiment sur le temps long. On commence par une phase d'émergence, où là on va construire le projet agrivoltaïque avec l'agriculteur. Donc on va essayer de comprendre ses besoins, ses pratiques, ses envies, ses objectifs, et comment on va pouvoir adapter le projet photovoltaïque à sa pratique. C'est aussi le moment où on rencontre le territoire pour juger de la pertinence d'un tel projet au sein de celui-ci. Ensuite, on rentre dans la phase de développement, où là on va lancer différentes études, donc les études paysagères, les études environnementales et les études agricoles, pour voir des impacts positifs comme négatifs que l'installation d'un tel projet peut engendrer. En termes de contrôle vraiment en amont, il n'y en a pas en réalité. C'est seulement à partir du moment où vous déposez vraiment un permis de construire ou autre, où là pour le coup, oui, des contrôles, il y en a plein, fait par des bureaux d'études externes, on n'a pas le droit de les faire nous-mêmes, où là pour le coup c'est sur les 4 saisons. Ça permet donc de ne pas mettre de construction de panneaux ou autres sur des zones qui peuvent être sensibles. Après ça, on rentre en phase d'instruction. C'est là où le projet va être évalué par plein de parties prenantes. Donc ça peut être les services instructeurs, les chambres d'agriculture, les services déconcentrés de l'État et aussi la CDPNAF, qui est la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc toutes ces personnes vont juger de la pertinence du projet. Toute l'installation agricole, l'exploitation va être étudiée d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, d'un point de vue historique, pour savoir ce qui se faisait avant, combien le projet agricole actuel, si on avait un, combien il rapportait en moyenne, et de savoir est-ce que le projet AgriPV va diminuer cette rentabilité, l'augmenter, la maintenir. Donc on travaille beaucoup sur les débouchés. Ça permet aussi d'éviter d'avoir un projet, quelqu'un qui va absolument mettre de l'ovin parce que les panneaux peuvent être plus bas avec de l'ovin. Est-ce que réellement il y a des débouchés d'ovin dans la région? Et sinon, ça permet de dire, voilà, faites un projet qui a du sens aussi avec le territoire. À la fin, c'est l'EDT qui tranche, donc l'État qui tranche. Est-ce que les impacts ont bien été diminués au maximum, voire supprimés?
Une entreprise ne va pas risquer de lancer un projet, même s'il passe derrière, qui ne fonctionne pas. Parce qu'un démantèlement d'une centrale qui a déjà été financée, ça peut coûter la fermeture d'une entreprise. S'il est approuvé, on va rentrer en phase de construction et ensuite en phase d'exploitation qui peut aller jusqu'à une durée de 40 ans. Pendant toute la phase d'exploitation, on va avoir des contrôles et des suivis agricoles réguliers. Ils peuvent être annuels, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et enfin, on va rentrer en phase de démantèlement et de remise en état du site. On voit donc que pour en arriver à la réalisation d'un projet agrivoltaïque, il faut suivre des étapes bien précises. Concernant les suivis précédemment évoqués, ils sont réalisés par des organismes indépendants qui vont se rendre régulièrement au sein des exploitations agricoles. Nous avons questionné nos 2 agriculteurs pour comprendre concrètement comment cela se matérialise sur leurs parcelles. Là, on est sur une parcelle de 3 hectares où il y a exactement 2,7 hectares de plantés sous panneaux. Et ici, il y a une parcelle de 40 arts de zone témoin. Plantés le même jour, la même façon, tout pareil. On retrouvera 3 stations météo, dont des capteurs, des tensiomètres pour l'hydrométrie. Stations météo qui vont calculer le vent sous panneaux, donc il y a 2 stations sous les panneaux, une station sur la zone témoin et une station en général. C'est la chambre d'agriculture qui s'en occupe. Il y a une personne de la chambre qui a sélectionné des plans et qui régulièrement vient les contrôler, va calculer la taille des bois, la végétation et va faire la récolte. Pour pouvoir calculer, voir la différence de production, de comportement de la vigne entre sous les panneaux et cette zone, fameuse zone témoin. L'installation sur ombrière elle est sur 2,30 hectares avec en plus un verger témoin qui est sur un peu plus de 30 arbres. L'idée, c'était toujours de comparer l'existant, la méthode traditionnelle, avec 2 modulations différentes. Une sur laquelle on a une vraie priorité sur la culture, et une autre où on a un mix entre culture et production énergétique. Sur le papier, la loi semble donc bien empêcher la possibilité d'effectuer des projets alibi. Elle a mis en place beaucoup de choses, notamment un cadre bien précis avec l'intégration de multiples études, d'une zone témoin, et en parallèle des suivis agronomiques réguliers effectués par des organismes indépendants. Mais malgré tout ça, il reste encore des zones d'ombre sur la concurrence que cela engendre sur l'accès à la terre. Comme on l'aura vu en introduction de cette vidéo, le développement d'un projet agrivoltaïque soulève encore d'autres problématiques au-delà de l'impact agronomique, concernant notamment l'accès et le prix du foncier agricole. Les modèles contractuels passés entre opérateurs énergétiques, propriétaires fonciers et exploitants agricoles risquent de bouleverser l'équilibre déjà fragile du marché foncier agricole. Ceci aurait des conséquences économiques et sociales majeures. Dominique Voyaume, paysanne retraitée et membre de la Confédération paysanne, nous partage son expérience à ce sujet. C'est très inquiétant pour l'avenir de l'agriculture et particulièrement des régions, on va dire, pauvres. Mais même dans des régions de maïs grande culture, etc., le photovoltaïque rapportera toujours plus que l'agriculture. Et donc c'est vraiment une énorme menace sur le foncier. Cette inquiétude est partagée par de nombreux agriculteurs. Dans la plupart des cas, l'agrivoltaïsme repose en effet sur un modèle contractuel déséquilibré entre l'opérateur énergétique, le propriétaire foncier et l'exploitant agricole, autrement dit l'agriculteur. Dans la pratique, pour développer un projet agrivoltaïque, l'opérateur énergétique va signer un bail amphithéotique avec le propriétaire pour installer les panneaux sur une longue durée. En parallèle, il signe une convention agricole avec l'exploitant. Ce mécanisme fragilise pourtant la position de l'exploitant agricole puisqu'il vient rompre le cadre protecteur du bail rural qui existe entre exploitant agricole et propriétaire foncier. Car contrairement au bail rural, qui plafonne les fermages par arrêté préfectoral, les loyers énergétiques ne sont soumis à aucune régulation. De plus, la convention agricole passée avec l'opérateur énergétique ne garantit à l'exploitant agricole aucune stabilité ou pérennité. Il pourrait même se voir exclu à la fin du contrat ou en cas de désaccord, rendant son activité encore plus précaire. Là, il est question de revoir
le statut du fermage. Le statut du fermage, c'est 9 ans minimum et renouvelable. Le propriétaire ne peut pas reprendre ses terres sans avoir beaucoup de conditions, soit que ce soit lui qui reprenne, qu'il l'exploite, soit ses enfants, mais à condition qu'ils aient la capacité agricole. Enfin, il y a des tas de conditions pour la reprise. Donc le statut du fermage protège réellement les fermiers jusque-là. Et donc s'attaquer au statut du fermage, pour nous, c'est vraiment intolérable. C'est un tremblement de terre sur l'organisation agricole. On a vraiment l'impression que les industriels de l'agrivoltaïsme se précipitent sur les terres agricoles parce que c'est beaucoup moins cher de faire ça sur des terres agricoles que sur des toitures. C'est beaucoup moins compliqué pour eux. Selon Christian Duprat, le loyer versé par les opérateurs énergétiques peut être jusqu'à 10 à 20 fois supérieur au bail rural classique. La tentation de maximiser les revenus énergétiques risque donc d'accentuer les tensions autour de l'utilisation des terres et leur transmission, ce qui représente un enjeu clé pour l'avenir de l'agriculture. Or, l'accès à la terre est déjà difficile car la majorité des agriculteurs ne sont pas propriétaires des terres qu'ils cultivent. Aujourd'hui, 60% des terres agricoles sont louées, comme le montre Terre de Liens dans son rapport État des terres agricoles en France en 2022. Dominique Voyaume de la Confédération paysanne illustre également ces écarts à travers ses propres observations. Moi-même, avec mon mari, on est propriétaire de 300 hectares sur le sud d'Alsace et on a de temps en temps des propositions d'installateurs de photovoltaïque. Là, on est à la retraite, donc on loue nos terres et je crois que c'est à peu près 30 € l'hectare qu'on loue. Et les industriels en proposent 4 000 € l'hectare. Donc là, c'est facile de voir comment des paysans peuvent refuser cette manne. Des paysans qui sont aujourd'hui souvent pas mal dans la merde. Cependant, il faut aussi nuancer ces préoccupations car tous les modèles contractuels ne suivent pas systématiquement cette logique et ne prévoient pas toujours de loyer pour le propriétaire ou l'agriculteur. Il existe même plus rarement des formes alternatives de contractualisation qui n'impliquent pas la rupture du bail rural. C'est le cas par exemple du bail en division par volume où seule la partie aérienne du terrain fait l'objet d'un contrat entre l'opérateur énergétique et le propriétaire foncier, et la surface, c'est-à-dire le sol, est conservée par l'agriculteur. Certains acteurs de la filière réfléchissent donc à des solutions permettant de partager la valeur générée par les projets agrivoltaïques. Il s'agit par exemple de créer un pot commun pour mutualiser les bénéfices et les retombées économiques entre agriculteurs et le territoire. Il y a de très belles initiatives sur le partage de la valeur, ce qui se fait dans la Creuse, ce qui se fait dans la Nièvre, quand on fait des GUFA, quand on fait en sorte qu'il n'y a plus de projets individuels, il y a des projets agrivoltaïques dont la valeur est partagée entre tous les agriculteurs du département. Et là, on résout globalement le problème de l'appropriation. On fait un pot commun et qui est ensuite à la disposition de la Chambre d'agriculture pour aider tous les agriculteurs du département dans leur développement. Une autre idée allant dans le même sens serait de repenser la surface totale des projets agrivoltaïques et le nombre d'agriculteurs bénéficiaires. Selon les estimations de France Agrivoltaïsme, d'ici 2050, ces projets pourraient couvrir entre 80 à 120 000 hectares de terres agricoles. Mais plusieurs approches sont possibles pour atteindre cet objectif. Prenons l'exemple de 100 000 hectares. On pourrait choisir de concentrer les efforts sur 1000 hectares répartis entre 100 exploitants, ou au contraire favoriser une stratégie plus inclusive en impliquant par exemple 50 000 exploitations, chacune avec 2 hectares, qui était par exemple le minima de nos 2 exploitations présentées. Cette seconde option offrirait l'avantage de diffuser les retombées économiques sur tout le territoire français et de soutenir des exploitations agricoles de plus petite taille. L'argument, c'est le déséquilibre entre le prix du foncier, que ce soit le prix des terres ou que ce soit le prix du fermage. L'argument essentiel, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que des collègues qui ont fait ça parce qu'ils étaient dans la merde, par exemple, on a un collègue qui a accepté un contrat pour 1 hectare et après même il l'a vendu et ça lui a sauvé son revenu. Donc c'est une position très très compliquée, quoi, même impossible. Si on va contre des paysans, c'est pas possible. Le travail syndical, c'est de soutenir les paysans. Donc comment on fait? Nous on passe souvent
pour des arriérés, quoi, pour des conservateurs arriérés, alors que juste ce qu'on veut conserver, c'est la vocation agricole des terres. Alors une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on en retire? Déjà, revenons à notre question de départ qui était: l'agrivoltaïsme est-il un projet alibi ou bien une véritable solution pour l'agriculture? Donc, comme on l'a observé dans nos différentes recherches et aussi à travers les différents témoignages qu'on vous a présentés, la réponse reste complexe car l'agrivoltaïsme est au cœur d'un enchevêtrement d'intérêts divers, que ce soit agronomique, politique, foncier ou bien encore socio-économique. Certains résultats présentés dans la vidéo, que l'on retrouve également dans d'autres études scientifiques, montrent que les bénéfices de l'agrivoltaïsme sont bien réels, mais sous certaines conditions. Il permet également d'apporter une certaine rentabilité économique à des exploitations agricoles qui sont en difficulté ou pas forcément. Cependant, les effets de ce couplage sur le long terme restent encore à mesurer pour avoir davantage de retours d'expérience sur différentes cultures et dans différents contextes pédoclimatiques. Nous n'avons pas non plus abordé ici la question de l'élevage et du bien-être animal, qui mériterait également une analyse plus approfondie. Cette situation soulève aussi deux autres enjeux importants. Déjà, on peut se poser la question de la place de l'agriculture dans la transition énergétique. L'agrivoltaïsme fait peser finalement de nouvelles pressions sur les agriculteurs en les faisant devenir des producteurs d'énergie renouvelable par la mobilisation de leurs terres. Sans oublier qu'on ne parle pas ici de la transition agroécologique qui bouleverse déjà les modèles agricoles actuels. On peut se demander finalement si l'agrivoltaïsme, tel qu'il est pensé actuellement, est compatible avec ces changements de pratiques, que ce soit davantage de rotation, la diversification des cultures, la réintroduction de haies ou l'agroforesterie, ou encore la préservation de la biodiversité. Pour conclure, tout dépendra donc de la manière dont la loi sur l'agrivoltaïsme sera appliquée. Si les intérêts agricoles restent centraux, ils pourraient potentiellement jouer un rôle clé dans la transition énergétique, mais aussi dans la protection des cultures contre certains aléas climatiques. Mais si ce sont des logiques de profit qui l'emportent, alors ce modèle risque de devenir effectivement un simple alibi pour l'extension des énergies renouvelables. Derrière chaque projet, il y aura donc des compromis à faire, tout en veillant à ce que chaque initiative reste avant tout au service des agriculteurs, mais aussi pour la pérennité de l'agriculture.